Le Mexique, le monde entier en un seul pays. Le Mexique, c'est tout cela et bien davantage encore. Notre voyage à travers ce magnifique pays ne sera sans doute pas de tout repos, mais par ailleurs tellement fascinant. On vous demande beaucoup, mais c'est le prix du rêve. Nous partons ensemble à la recherche de l'ancien Mexique, de l'époque coloniale baroque, sur les traces du Far West, à la découverte des paysages grandioses et de la forêt tropicale, des immenses plages bordées de palmiers, des déserts de cactus et des sommets enneigés des volcans. À 2000 mètres d'altitude, au cœur d'une plaine dominée par les deux volcans Popocatépetl, le guerrier fumant, et Ixtaccíhuatl, la femme qui dort, deuxième et troisième point culminant du Mexique, se situe Puebla, capitale paisible de l'État portant le même nom. Première ville fondée en 1531 sous la couronne espagnole, régnant sur la Nouvelle-Espagne d'autrefois, Puebla devint rapidement une ville coloniale riche et florissante, ornée de superbes édifices. L'architecture se distingue par les nombreux patios et façades recouverts de carreaux de céramique. La technique de la faïence fut introduite par des colons espagnols venant de Talavera. Les carreaux peints à la main firent la richesse de Puebla pendant des siècles. Aujourd'hui encore, on peut directement acheter ces carreaux dans les nombreux ateliers de la ville qui réalisent aussi les motifs à la demande. Ainsi, le bâtisseur de cette maison fit caricaturer sur les carreaux de faïence les membres du conseil municipal avec lesquels il avait des démêlés. Cette maison, avec ses murs de briques rouges parés de carreaux de faïence et de nombreux ornements en stuc qui ressemblent aux décorations au sucre glacé des gâteaux, fut surnommée la maison du confiseur. À quelques kilomètres de Puebla se trouve l'église de pèlerinage de Cholula, édifiée sur les ruines de la plus grande pyramide du monde qui, de par sa surface de base, occupait un plus grand volume que la pyramide de Khéops. L'église de San Francisco Acatepec est un bel exemple des nombreuses églises baroques des villages mexicains qui ressemblent à de véritables serres de fleurs. Construite vers 1680, sa façade est entièrement recouverte d'azulejos. Après en avoir dessiné les grandes lignes, les ecclésiastiques érudits laissaient une grande liberté de création aux artisans indiens.
La façade fut alors recouverte de carreaux de faïence de la base au sommet du clocher et décorée de colonnes et de moulures bleues et jaunes en une incomparable symphonie de couleurs vives et gaies. Si vous ne deviez voir l'intérieur que de 2 des innombrables églises du Mexique, commencez par Santa Maria de Tonancintla. Nous visiterons la deuxième à Oaxaca. La somptuosité de l'or, des couleurs et la variété des formes sont un véritable choc. La richesse est magnifique et écrasante. Seuls des artisans indiens travaillèrent ici toute une vie jusqu'à ce que l'église puisse être consacrée dans sa splendeur actuelle en 1799. La surabondance de saints, de martyrs, de madones, d'angelots, de fleurs, de fruits et de guirlandes s'épanouit ici en l'un des fleurons les plus surprenants du style rococo hispano-américain. Les représentations naïves, bibliques et païennes ont été transcrites dans le langage des formes et des couleurs tropicales des Indiens autochtones. À l'altitude agréable de 1666 mètres s'étend la ville d'argent de Taxco, placée maintenant sous la protection des monuments historiques. Au-dessus de la ville de style baroque rococo s'élève la basilique Santa Prisca. Contrairement aux villes traditionnellement construites en échiquier, cette ville coloniale suit le terrain escarpé. Une promenade à pied à travers les petites places pittoresques et les ruelles pavées serpentant à flanc de montagne restera un inoubliable souvenir. Les maisons blanches aux toits de tuiles, disparaissant sous les fleurs, tantôt accrochées à la montagne, tantôt blotties au creux de la vallée, font le charme de la ville. Taxco doit son essor économique à la renaissance du travail artisanal de l'argent. L'habileté des 1500 artisans actuels rappelle celle des Tarasques si enviées des conquistadors espagnols. Le commerce de l'argent est toujours florissant et l'œil attentif du visiteur saura découvrir des travaux de grande qualité sur les étals des artisans. Notre route suit la célèbre panaméricaine qui nous guide à travers les montagnes du sud du Mexique, dans la vallée d'Oaxaca, berceau de l'une des hautes civilisations indiennes. Monte Alban, le plus grand site cérémonial de la culture zapotèque, construit selon les dimensions cosmiques, s'étend à environ 2000 mètres au-dessus du niveau de la mer. C'est là que furent faites les plus précieuses découvertes archéologiques de tout le Mexique. Tous les temples, palais, pyramides et tombeaux sont orientés suivant le même axe nord-sud, à l'exception de cet observatoire qui servait au calcul des astronomes zapotèques. Le site archéologique s'étend sur 40 km². Même la petite surface de 200 sur 300 mètres, actuellement mise au jour, laisse aux visiteurs une impression inoubliable. Les premiers colons, vers 800 avant Jésus-Christ, furent les Olmecs. Ils aplanirent de leurs mains le sommet arrondi de cette montagne et égalisèrent le sol en un plateau constructible dont les Zapotèques, de civilisations plus évoluées, transformèrent plus tard les bâtiments existants et construisirent des installations nouvelles comme ce terrain de jeu de pelote. Témoins de l'époque Olmec, ces bas-reliefs sont gravés sur des dalles de pierre et représentent des silhouettes de danseurs dans de singulières contorsions. Leur signification n'est pas plus expliquée que les raisons pour lesquelles les Zapotèques quittèrent soudainement Monte Alban après l'an 1000. Après l'immigration des Mixtèques venant de Puebla et Cholula vers 1200 après Jésus-Christ, la montagne ne servit plus que de lieu de sépulture. L'inestimable trésor mixtèque du tombeau numéro 7, que l'on peut admirer au musée de la ville d'Oaxaca, date de cette époque. Masques funéraires, bijoux et autres objets du culte, comme cette couronne de plumes, relèvent d'un grand esprit créateur et sont les témoins de l'étonnante habileté et du goût raffiné de la civilisation indienne dans la vallée d'Oaxaca.
La culture indienne ainsi que l'esprit et le caractère de l'époque coloniale sont restés intacts jusqu'à nos jours à Oaxaca. L'architecture de la ville date en grande partie des XVIIe et XVIIIe siècles, car la plupart des constructions du XVIe siècle furent détruites lors des nombreux tremblements de terre. Depuis cette époque, on évita de construire des bâtiments à plusieurs étages afin de réduire les dommages causés par les fréquents séismes. Au centre de la ville s'élève l'église Santo Domingo. Sa façade plutôt sobre ne laisse rien paraître de la somptuosité de l'intérieur. Le plus grand des 11 autels des bas-côtés, avec sa Madone du Rosaire, est le plus impressionnant. Cette partie de l'église de style rococo exubérant fut rajoutée entre 1724 et 1734. Plafonds, murs et coupoles sont richement décorés d'ornements en stuc recouverts d'or ou de couleurs chatoyantes. La seconde des plus belles églises du Mexique fut érigée entre 1570 et 1670 par les dominicains qui en firent le plus somptueux de leur lieu de culte. Les couleurs exubérantes des murs et des plafonds et les autels chargés d'or n'ont leur pareil qu'à Séville et à Grenade. Le maître-autel, avec sa profusion de dorures à la feuille, constitue l'apogée et le paroxysme de la décoration de cette maison de Dieu. Dans la ville et dans tout l'état d'Oaxaca, l'artisanat indien traditionnel est encore très vivant. Ces tapisseries témoignent visiblement de l'influence contemporaine hispano-européenne, mais par contre, certains éléments subsistent intacts, tels ce métier à tisser attaché autour des hanches qui date de l'époque précolombienne et que l'on peut rouler et emporter partout avec soi. Les femmes chinantèques sont célèbres pour leur tissage dont elles gardent jalousement le secret transmis seulement à leur famille. Les tissages d'Oaxaca se distinguent par la somptuosité des couleurs, l'amour du détail et la poésie des motifs. Sur ces petits métiers, les femmes tissent les pièces des costumes indiens tels que poncho, ceinture, blouses richement brodées et bien d'autres choses encore. Aujourd'hui, l'artisanat le plus répandu au Mexique est la poterie, avec ses multiples variantes régionales. À la campagne, les artisans potiers travaillent encore de préférence sans utiliser les tours plus modernes introduits par les Espagnols, et leur habileté et leur créativité ne le cèdent en rien à celle des maîtres potiers aztèques. C'est dans la célèbre poterie de Dona Rosa que l'on peut s'émerveiller de la maîtrise et de la sûreté de ses mains qui, en moins de 10 minutes, transforment magiquement un simple tas de glaise en un superbe vase.
nous traversons les montagnes d'Oaxaca qui culminent à 3400 mètres. La couronne de ce genévrier âgé, dit-on, de 2000 ans, s'élève à 40 mètres de haut. Le tronc de ce monstre ressemblant à un rocher crevassé mesure 42 mètres de circonférence. Le Mexique, le monde entier en un seul pays. Presque tous les paysages et climats de la Terre sont ici représentés, ainsi que toute la flore et la faune. La plante dominante est le cactus, avec 300 espèces différentes. Le plus grand d'entre eux est le cactus candélabre, qui peut s'élever jusqu'à 15 mètres de haut. Malgré la latitude tropicale et subtropicale du Mexique, le caractère montagneux du pays et sa situation entre les deux océans expliquent la variété des régions climatiques qui vont des subtropiques aux neiges éternelles. La traversée de ces zones climatiques très différentes sur des distances relativement courtes est une expérience impressionnante. Faisons un bref détour par Yagoul, site cérémonial des Zapotèques et des Mixtèques. La visite vaut surtout par la superbe vue sur l'immense vallée d'Oaxaca. Au premier plan, le labyrinthe des ruines d'un palais. Au centre des ruines du temple de Mitla, les Espagnols élevèrent leur église en 1590. Les ruines de ce lieu saint sont exceptionnelles par les ornements muraux du palais. Le palais des colonnes est le mieux conservé. Un escalier conduit à une plateforme dont les colonnes donnèrent le nom au bâtiment. Les mosaïques aux motifs géométriques très ouvragés, composées de près de 100 000 pierres, ressemblent étonnamment aux mosaïques grecques. Les motifs en méandre des anciens murs du labyrinthe indien, en dessous de l'église, ainsi que les restes d'une frise de peinture murale mixtèque, sont également bien conservés. À Lambitieco, nous découvrons au-dessus de l'entrée d'un tombeau les portraits en stuc d'un homme et d'une femme. Les visages sont étonnamment vivants et expressifs et contrastent avec l'art rituel religieux zapotèque, telle cette sculpture d'un vieil homme que l'on peut admirer au musée privé Frisel de Mitla. Notre prochaine étape est la petite ville de Tehuantepec, sur la côte pacifique. Les lieux étaient déjà colonisés avant l'invasion espagnole et les conquistadors y firent construire leurs bateaux. Les costumes typiques des femmes, avec leurs blouses et leurs jupes bariolées, leurs écharpes rouges souvent ornées de satin, de velours et d'or, et leurs foulards richement brodés sont très réputés. Les ménagères mexicaines trouvent sur le marché un grand choix de légumes et de fruits tropicaux et subtropicaux qui, malgré l'importation croissante des produits exotiques, sont encore peu connus en Europe.
Grâce à son climat, le Mexique est un véritable paradis de fruits. Vous n'avez que l'embarras du choix entre mangue, papaye, mameyas, tunas, sapotes, goyave, ananas, pamplemousse, orange, citron vert, banane et, suivant les saisons, melon, pommes, fraises, prunes, figues, pêches, etc., etc., etc. Vous pourrez déguster ces fruits dans les restaurants en de gigantesques et succulentes salades. L'isthme de Tehuantepec forme l'extrême pointe sud de l'Amérique du Nord. Cette étroite bande de terre de 210 km de large fera un jour ou l'autre concurrence au canal de Panama. Et dans un avenir plus lointain, les deux continents américains risquent d'être séparés, car les nombreux cratères témoignent de l'intense activité volcanique du sous-sol. C'est de là qu'en 1527, le peuple indien se jeta dans cet abîme profond de 1000 mètres pour échapper à l'esclavage espagnol. Le canyon del Sumidero, laborieusement creusé par le rio Grijalva au cours de sa longue histoire, compte parmi les plus grandes merveilles de la nature. Les majestueuses parois rocheuses recouvertes de végétation défilent devant nous. Ici, la nature impénétrable, encore vierge, est restée intacte. De l'eau, nous nous élevons dans les airs. Nous survolons maintenant la forêt encore presque vierge de Chiapas. Cet État qui s'étend entre l'isthme de Tehuantepec et le Guatemala vivait jusqu'à présent presque isolé. La population de cette région, géographiquement séparée du reste du Mexique, est en majorité indienne. Les Lagunas de Montebello. Ce parc national compte entre 60 et 70 lacs. 5 d'entre eux sont réputés pour le miroir changeant de leurs eaux qui, selon l'heure, le lieu et la lumière, passent du vert émeraude au bleu encre ou même au rouge avec l'éclat des diamants. Le secret de leur couleur irisée, mise en valeur par le soleil, tient à la profondeur et à la nature des fonds. Malgré ses nombreuses ressources naturelles, du bois aux fabuleuses richesses du sous-sol, sans oublier l'énergie hydraulique, Chiapas a heureusement conservé ses traditions indiennes. Cette particularité fait de cet État l'un des buts de voyage les plus intéressants du Mexique, non seulement pour les touristes, mais aussi pour les ethnologues et anthropologues qui peuvent satisfaire ici leur curiosité scientifique. Il est pratiquement impossible de ne pas succomber à la magie de ce monde encore primitif. Plus l'on s'en défend, plus la tentation est grande de partager la vie mystérieuse de ces hommes si fiers d'être en marge de la civilisation, et l'on pense immanquablement avoir retrouvé un paradis perdu. Bonampak était autrefois une petite principauté maya qui connut son apogée à l'époque classique entre 500 et 900 après Jésus-Christ. Les édifices s'élevaient sur une colline en terrasse dans la vallée du rio Lacanja. Nous ne connaissons toujours pas la raison pour laquelle les Mayas abandonnèrent subitement cette ville au IXe siècle, laissant le vert manteau de la jungle recouvrir de silence l'ensemble des constructions. Ce n'est qu'en 1946 que l'on redécouvrit Bonampak sous une dense forêt tropicale. Ce bas-relief représente un roi prêtre revêtu de ses riches vêtements sacerdotaux. La date de 875 après Jésus-Christ a pu être déchiffrée sur une inscription.
Plus à l'est, à 55 km à vol d'oiseau, les ruines de Yaxchilan ne furent également découvertes qu'en 1946, au milieu d'une jungle inextricable. On est surtout impressionné par le mystère et la luxuriance de la forêt vierge. Seule une petite partie des principaux lieux de culte et de pouvoir de l'époque maya classique fut jusqu'à présent mise au jour et restaurée. Les artistes indiens laissèrent à la postérité une quantité de stèles, d'autels et de portiques. Mais la forêt vierge menace toujours de les envahir. On peut encore admirer sur place les bas-reliefs exécutés par les tailleurs de pierre mayas qui comptent parmi les œuvres les plus ouvragées et les plus imaginatives. Une centaine de bâtiments environ sont dispersés le long des rives abruptes du rio Usumacinta ainsi que sur le plateau qui les domine. Au sommet de la colline, on aperçoit la partie supérieure du temple de Quetzalcoatl, un long bâtiment en forme de palais à 3 entrées. Les bas-reliefs des murs représentent des scènes historiques. Le déchiffrage des glyphes a permis de reconstituer les dynasties successives des souverains dont les principaux événements de la vie sont représentés ici. La partie supérieure de la façade était décorée de sculptures en stuc et en pierre. À Yaxchilan, on a envie de prendre la pelle et de creuser, tant il reste de secrets à découvrir sous le manteau de la jungle. Nous survolons la région la plus humide du Mexique et nous approchons de Palenque. Dans cette atmosphère de serre, la forêt vierge est particulièrement exubérante. Ce gigantesque décor d'un vert éclatant renforce encore la beauté du site, le plus grand et le plus important du premier empire maya. Ce lieu resta longtemps caché sous une végétation impénétrable avant d'être découvert au XVIe siècle par les conquérants espagnols. Et ce n'est que 200 ans plus tard que Charles III entreprit les premières fouilles scientifiques. Sur un piédestal de 20 mètres de haut, en forme de pyramide, s'élève le temple des inscriptions, auquel on accède par un escalier abrupt. La fausse voûte maya, qui ne permettait pas de recouvrir de grands espaces, caractérise ce temple. D'ici, on a la plus belle vue sur le palais, avec sa tour de guet très originale. Dans la plus grande des 4 cours intérieures du palais se trouvent plusieurs dalles de pierre sur lesquelles sont gravées de grandes silhouettes d'hommes dont la signification nous échappe encore. Nous ne savons toujours pas pourquoi les Mayas abandonnèrent subitement ce lieu à partir du Xe siècle en laissant la forêt vierge envahir leur sanctuaire. Les armes et les instruments, découverts dans les ruines des bâtiments les plus récents, qui venaient des Totonacs établis au bord du golfe, laisse supposer que Palenque fut attaquée depuis la mer et conquise. Mais on n'a pas retrouvé de traces de combat, et l'on se demande pourquoi les vainqueurs ne restèrent pas sur les lieux de leur conquête, et qui auraient pu se mesurer aux Mayas arrivés à l'apogée de leur civilisation. Une éruption du volcan Chichón, situé à 40 km de là, qui recouvrit à nouveau Palenque d'une pluie de cendres en mars 1982, pourrait être également une hypothèse. Mais ce ne sont là que des suppositions qui ne permettent pas d'élucider le secret de ces ruines enfouies sous l'immense forêt toujours omniprésente. Par contre, il a été prouvé que les importants dommages des décors en stuc de la façade extérieure ont été causés par les feux de déboisement des Espagnols qui ont provoqué la désagrégation du mortier. La découverte de la chambre mortuaire dans la pyramide du Temple des Inscriptions en 1951
fut une révolution pour les archéologues, car elle montre des similitudes inexplicables avec les tombes égyptiennes beaucoup plus anciennes. Les pyramides mexicaines n'abritaient pas des tombeaux, mais servaient de soubassement au temple du sacrifice. Ce sarcophage est l'exemple d'une forme inhabituelle de sépulture en Amérique centrale. Lors de l'explication de ce bas-relief, Erich von Däniken émit même l'hypothèse qu'il pourrait s'agir d'un astronaute assis dans sa cabine. Pour le visiteur, Palenque est, avec toutes ses énigmes non résolues, un lieu passionnant et plein de fascination. Pendant très longtemps, ces ruines ne furent connues que des Lacandones, derniers descendants des Mayas du bas pays, qui vécurent vraisemblablement jusqu'au début du siècle, complètement retirés dans la solitude de la forêt vierge inaccessible. Puis vint le temps des invasions. Les bûcherons qui abattaient l'acajou, les cueilleurs de chicle, les colons sans terre venus du haut pays, les missionnaires, les ethnologues et enfin les touristes. Les maladies apportées décimèrent d'une manière drastique la population indienne vivant dans la forêt. Aujourd'hui, il ne reste plus que 400 Lacandones qui perdent peu à peu leur ancienne culture adaptée à la nature et dont l'espace de vie est menacé par l'exploitation intensive de la forêt. Ils proposent aux touristes leurs flèches et leurs arcs qui ne sont plus à la mode aujourd'hui. Au cœur de l'immense forêt tropicale se cache la plus fantastique piscine du monde, les chutes d'Agua Azul. Sur 7 km de long, l'eau tombe en cascade dans ce bassin d'un bleu profond, serti du vert saturé de la forêt. Et tout près de là, un autre spectacle extraordinaire de la nature, les chutes de Misola. Depuis des temps immémoriaux, des masses d'eau tombent de 40 mètres de haut dans l'abîme. Parmi les nombreuses tribus indiennes Chiapas, les 60 000 Tzotziles, installés dans la région de Chamula, tiennent une place privilégiée. L'intérieur de l'église de leur village est pour le caméraman et le photographe une véritable tentation à laquelle il est interdit de succomber. Par contre, la visite est permise et il faut absolument voir cette rare et impressionnante coexistence de rites chrétiens et païens. Nous-mêmes, renonçons à filmer les Indiens assis sur un odorant tapis moelleux d'aiguilles de pin, en train de prier Saint Jean-Baptiste, leur patron, entre les bougies, l'encens, le Coca-Cola et l'alcool de canne à sucre. Nous respectons la profonde peur religieuse des Indiens d'être photographiés. Nous sommes d'autant plus heureux de pouvoir filmer devant l'église et sur le marché de Saint-Cristobal. Cependant, nous recommandons aux touristes d'être discrets, car malgré la protection de la police, la présence de notre caméra fut ressentie comme indésirable et indiscrète. Et nous dûmes à plusieurs reprises éviter les tirs de tomates et de pommes de terre. Ce marché bariolé, où les Indiens de toutes les régions viennent vendre et acheter fruits et légumes, est le cœur palpitant et l'attraction principale de la ville. Les couleurs et la richesse des costumes traditionnels des femmes, et aussi des hommes, sont toujours sujets d'émerveillement.
Bien que les Indiens de Chiapas soient toujours conscients de la signification du costume de la tribu en tant que signe d'identité, la mode européenne et nord-américaine d'aujourd'hui a creusé de nombreuses brèches dans les remparts de la tradition. De plus en plus d'Indiens ne portent les costumes traditionnels que les jours de fête. Partons à la recherche des témoins de la culture olmèque dans le parc-musée de La Venta à Villahermosa, qui ressemble à une véritable forêt vierge. Cette haute culture, l'une des plus anciennes cultures mésoaméricaines, date de 2000 à 1500 avant Jésus-Christ. Les énigmatiques têtes colossales aux traits négroïdes, dont certaines pèsent plus de 30 tonnes, sont la plus grande attraction du parc. L'origine du peuple olmèque, avec sa physionomie tout à fait étrange pour l'Amérique, reste mystérieuse. Certains experts pensent que les Olmèques pourraient être arrivés en Amérique par l'Atlantique. Ils furent les premiers du continent américain à posséder un calendrier. L'avaient-ils créé eux-mêmes ou l'avaient-ils apporté? Ils connaissaient la durée de l'année solaire et lunaire, avaient leur propre système de calcul et probablement une forme d'écriture. De nombreux bas-reliefs représentent des hommes barbus, mais les Indiens n'ont pas de barbe. Il est donc probable qu'il y a eu transfert de culture entre l'Ancien et le Nouveau Monde. Les Olmèques, créateurs d'un art très caractéristique, sont à l'origine de nombreuses cultures et nous permirent de faire les découvertes les plus extraordinaires de tout le Mexique. À 50 km plus au nord se trouve Comalcalco, avant-poste occidental de la culture maya classique. Ce lieu de cérémonie a connu son apogée vers 900 après Jésus-Christ et ne fut découvert qu'en 1957. Ces constructions en briques, uniques en leur genre et inhabituelles, s'expliquent par le manque de pierres dans cette région côtière alluviale. Les briques cuites étaient fabriquées à partir d'un mélange d'argile, de sable et de coquillages. La brique donne à tous les bâtiments de ce site archéologique, tel ce temple pyramidal de 20 mètres de haut, un air étonnamment moderne. Et au premier abord, le visiteur a l'impression qu'il s'agit de ruines de construction de notre siècle. Qui pourrait penser qu'elles ont plus de 1000 ans? Le ciel d'un bleu profond au-dessus de l'église de Paraíso est le signe que nous approchons de la côte du Golfe. Pourtant, devant ces lagunes, les indigènes pensent plutôt aux gigantesques gisements de pétrole sur lesquels le pays fonde ses espoirs de développement économique qu'au tourisme balnéaire international. Le climat changeant explique le petit nombre de lieux de baignade disséminés le long de ces plages infinies et surtout fréquentées par les Mexicains. En suivant notre route vers le Yucatan, nous traversons la masse des eaux réunies des fleuves Usumacinta et Grijalva, juste avant leur embouchure. Après avoir longé de longues palmeraies, nous atteignons la zone archéologique d'Uxmal. Ce lieu de culte fut fondé vers 600 après Jésus-Christ et compte parmi les plus beaux témoignages architecturaux de l'époque précolombienne. La pyramide du prophète domine les ruines de la ville. 118 marches conduisent au temple érigé sur la dernière plateforme. Malgré la corde servant de rampe, celui qui veut y monter ne doit pas être sujet au vertige. Avec ses 38 mètres de haut et sa base en forme d'ellipse, la plus belle de toutes les pyramides du Mexique peut soutenir la comparaison avec ses semblables égyptiennes. À côté de la pyramide s'étend la cour légèrement trapézoïdale des nonnes, entourée par 4 longues ailes de bâtiments de pur style poche
qui ne furent pratiquement jamais habités par des nonnes, mais plutôt par des prêtres ou des vierges vouées au sacrifice. La décoration extérieure des 4 bâtiments est une œuvre magistrale en mosaïque de pierre typique d'Uxmal. À travers la fausse voûte du bâtiment sud, nous reconnaissons sur une terrasse le palais du gouverneur. La statue de jaguar à 2 têtes, posée sur un autel devant le palais, est sculptée dans un seul bloc de pierre. La frise de la façade, haute de 3 mètres, composée d'environ 20 000 pierres, montre à côté d'innombrables serpents et masques tchak une quantité d'ornements géométriques divers en forme de croix de Saint-André et de méandres, ainsi que des constructions à fausse voûte. Cette riche parure de mosaïques de pierre, ainsi que les proportions et la perfection des détails, font de ce bâtiment le plus accompli de toute l'architecture de l'espace culturel mésoaméricain parvenu jusqu'à nous. Un peu plus bas se trouve la Maison des Tortues, ainsi nommée d'après les animaux stylisés qui décorent sa corniche supérieure. Le jeu de pelote n'est pas encore restauré. À l'origine, il mesurait environ 40 mètres de long. À l'heure actuelle, seule la partie nord de la Grande Pyramide, avec son temple en façade, est reconstruite. Il faut voir également la Maison des Colombes, dont l'inhabituel pignon dentelé, qui n'est pas typique du style push, fait penser à un pigeonnier. À 25 km au sud d'Uxmal s'étend la ville de Kaba. La sobriété du palais de justice de cette petite mais remarquable zone architectonique forme un contraste intéressant avec la façade surchargée du palais des masques. 250 masques horriblement grimaçants de Tchak, le dieu de la pluie, la recouvrent jusque dans sa partie basse. Les nez en forme de trompe sont pratiquement tous brisés. La vision de cette façade entièrement décorée, sans aucun vide, devait être dans son état originel très impressionnante, et on ne trouve nulle part sa pareille dans l'architecture maya. Le palais de Sayil est, avec ses 3 étages en pyramide, le plus puissant bâtiment de l'architecture maya. L'étage intermédiaire est élégamment composé de larges portiques à colonnes, alternant avec des portes étroites. Sur la frise qui court le long de l'édifice, alternent masque du dieu de la pluie et dieu descendant. La dernière étape de notre détour vers les petits centres mayas est l'Apna. Sur le Grand Palais, notre attention est retenue par une tête d'homme dans la gueule d'un serpent. Mais le plus renommé et le plus curieux monument est le célèbre arc de l'Apna, superbe exemple de la fausse voûte maya. Il est composé de bas en haut de roches amassées en forme de V renversé ou d'escalier. Mérida, la blanche capitale de l'État de Yucatan. Le blanc est dans ce climat humide et chaud la couleur privilégiée des bâtiments et des vêtements. La robe flottante des femmes métisses est décorée de dentelles et de fleurs brodées. L'atmosphère de Mérida est tout à fait exceptionnelle et l'on ne ressent ici aucune trace des soucis économiques causés par la baisse de l'exportation du caoutchouc et du sisal. L'atmosphère est amicale et agréable. Une balade à travers les rues et les places animées de la ville s'impose, rythmée par le son étrange du dialecte maya. Le bâtiment le plus représentatif est le Palacio Montejo, avec sa façade de style plateresque. Sur le balcon,
À côté des armoiries de la famille, 2 soldats espagnols se tiennent debout sur les têtes d'Indiens soumis et une statuette d'Atlas semble littéralement écrasée par le poids de la console du balcon. À la campagne, on trouve encore la hutte maya traditionnelle, composée d'une seule pièce. Un simple toit de paille repose sur les murs faits de branchages. Presque la moitié des 80 millions d'habitants du Mexique a moins de 16 ans, et même les plus jeunes ont encore une peur panique de la caméra qui, selon leurs croyances, veut s'emparer de leur âme. Malgré 5 siècles de colonisation, le Mexique porte toujours la trace de ses origines indiennes. L'étroite cohabitation entre Indiens, Européens et Noirs a donné naissance à la population mexicaine de sang mêlé d'aujourd'hui. La révolution entre 1910 et 1920 fut un événement collectif décisif qui favorisa le développement du sentiment national dans toutes les couches sociales. La réforme agraire qui s'ensuivit améliora les conditions de vie des campesinos et des peones. Ce sont surtout les intellectuels qui luttèrent pour la libération et l'émancipation des Indiens dans tout le Mexique. Les créoles, descendants blancs des Espagnols nés au Mexique, sont aujourd'hui en minorité. La plupart des Mexicains sont métis ou latins, issus de l'union entre Indiens et Espagnols. Aujourd'hui, beaucoup de Mexicains de souche espagnole donnent à leurs enfants un prénom indien pour bien souligner leur double origine. Chichén Itzá, le site le plus spectaculaire et le plus visité des grands sites mayas, fut un lieu de culte très important pendant près de 1000 ans. L'architecture de la pyramide de Kukulcán est un véritable chef-d'œuvre de connaissance du calendrier et doit son nom de El Castillo à son imposante hauteur de 30 mètres. En face d'elle s'élève le temple des guerriers, synthèse exemplaire des architectures mayas et toltèques, flanquée de 2 salles découvertes où se dressent encore 438 colonnes gravées de silhouettes de guerriers. Dans la société toltèque, le pouvoir était partagé entre la caste des guerriers et les prêtres. Des serpents de pierre dont les têtes à gueules ouvertes reposent sur le sol encadrent l'entrée du temple. Devant eux repose le célèbre Chacmoul de Chichén Itzá. Appuyé sur les coudes, il porte sur le ventre l'urne destinée à recevoir les offrandes. Selon certains rituels, on arrachait à vif le cœur des prisonniers de guerre sur cette dalle sacrificielle reposant sur des atlantes, car selon leurs croyances, seul le don du sang, le bien le plus précieux des mortels, pouvait assurer la perpétuation de l'espèce. En bas du temple du jaguar se trouve une salle dont les murs et les voûtes sont recouverts de nombreux bas-reliefs représentant des guerriers. Parmi les 128 scènes, on compte 89 scènes toltèques et 39 mayas dont les couleurs ont gardé leur fraîcheur originelle. À côté du temple du jaguar s'étend le jeu de pelote le plus grand et le mieux conservé du Mexique. La lourde balle de caoutchouc devait être passée au travers des anneaux de pierre accrochés au mur de 8,50 mètres de haut. Elle devait être lancée avec les coudes, les hanches ou les genoux, mais en aucun cas avec les mains ou les pieds. Un jeu cruel de grande signification rituelle, illustré par les bas-reliefs des murs. Le capitaine de l'équipe perdante était décapité sur les lieux, en offrande aux dieux, et le sacrifié se sentait très honoré. Un flot de sang en forme de serpent jaillissait de sa gorge. Cette plateforme de pierre est recouverte d'un nombre incalculable de têtes de mort. Elle soutenait un échafaudage
sur lequel les crânes des sacrifiés étaient exposés. Encore des reliefs représentant des scènes de décapitation. Lors des fouilles, on trouva effectivement des crânes humains et des offrandes. Sur une autre plateforme, aigles et jaguars tiennent des cœurs humains dans leurs griffes. Ces deux animaux étaient les symboles des ordres guerriers. Le feu des visiteurs a quitté les lieux et nous pouvons enfin suivre le couloir qui nous conduit au sanctuaire de l'ancienne pyramide à travers le castillo. Ici se trouve le trône rouge sanglant du jaguar et une statue en pierre de Chakmoul. Les yeux du jaguar sont en malachite et son pelage est orné de disques de jade. Au sud de Chichén Itzá, le monument le plus intéressant est le Caracol, ainsi nommé en raison de l'escalier en colimaçon de la tour de 9 mètres de haut qui conduit à un observatoire. Les Mayas possédaient des connaissances étonnamment exactes en astronomie. On ne peut encore expliquer comment ils étaient arrivés à une telle précision dans les chiffres et les dates. Plus de 40 rues empierrées, toutes rectilignes, conduisent au centre de Koba. Au temps de sa splendeur, entre 600 et 900 avant Jésus-Christ, la plus étendue de toutes les cités mayas comptait au moins 40 000 habitants. Celui qui désire voir les pyramides mayas avant qu'elles ne soient mises au jour et restaurées, et découvrir lui-même les ruines enfouies sous la jungle, sera enthousiasmé par Koba. Tulum s'élève majestueusement sur un plateau rocheux 12 mètres au-dessus de la mer des Caraïbes. Cette ville en ruine date de la fin de l'époque maya et présente des signes de décadence. Les temples et palais étaient beaucoup plus petits et la construction laissait à désirer. Le temple des fresques est d'un très grand intérêt en raison de ses peintures murales étonnamment bien conservées. Tulum, accroché au bord de la falaise crayeuse, nous offre un contraste impressionnant entre le bleu-vert profond de la mer et le gris-blanc des ruines de son temple. Côté terre, le lieu est délimité par une épaisse muraille de 4 mètres de haut. Le dieu descendant était à Tulum la plus haute divinité. Mais après ce bain de culture précolombienne, cette chute nous fait penser plutôt à un plongeon rafraîchissant dans la mer. La baie légèrement arrondie d'Akumal, avec sa plage de sable fin de 15 km, nous fait rêver. Mais dans notre imagination, les cris des sacrifiés se mêlent encore au mugissement des vagues et nous avons bien du mal à oublier les images sanglantes du passé et à revenir à la réalité. Un peu plus au sud, à Tchemayil, l'envie de se baigner est irrésistible. Cet endroit charmant, avec ses superbes cocotiers, est principalement fréquenté par les Mexicains. Pour les touristes, de magnifiques villages-résidences comme ici à Shangri-La ont été directement construits au bord de la mer. Chela est le paradis de la plongée. Cet aquarium naturel grouille de merveilleux poissons tropicaux. Celui qui veut, hormis les joies de la baignade, profiter ou jouir de l'animation de la ville, trouvera son compte à Cancún. Les grands complexes hôteliers luxueux proposent loisirs et distractions de toutes sortes, sports nautiques en tout genre et plongées sous-marines. De nombreux magasins, boutiques, restaurants, nightclubs et bars sont une tentation permanente pour les touristes. Pour nous, une petite coupure dans le film, pour vous, un bond de 700 km et nous sommes à Acapulco. L'immense baie qui décrit un arc de 5 km entre l'océan et la Sierra Madre del Sur, dominée par la ville qui s'élance à flanc de montagne, nous offre un spectacle inoubliable.
La perle du Pacifique, et pour beaucoup tout simplement le symbole du Mexique, n'est pas seulement une jolie carte postale, mais le théâtre bruyant du business touristique international. Des touristes sans cesse livrés aux multiples tentations et propositions et harcelés par les innombrables marchands de bière, d'huile de coco, de colliers de coquillages, de fruits ou autres spécialités, ont parfois bien du mal à se dérober pour retrouver le calme exotique de leurs rêves. Cette station balnéaire, aménagée pour les millionnaires et assiégée par la classe moyenne, offre de nombreuses possibilités de sport de tir. Sur la plage, la foule des vacanciers enthousiastes fait ce qu'elle peut pour profiter, elle aussi, de ce décor de carte postale. Mais celui qui préfère se prélasser au calme sur le sable fin et chaud se gardera bien de mettre un pied sur cette plage. Un authentique séjour à Acapulco ne saurait ignorer les plaisirs de la nuit. La ville pullule d'endroits chics dans lesquels on s'entend à confondre le jour et la nuit. Acapulco est le paradis des boîtes de nuit et des casinos ouverts jusqu'au petit matin où se retrouve une clientèle internationale jet-set, véritable lieu de pèlerinage pour les playboys, les stars et les monarques exilés qui font parfois la une de la presse à sensation. On y trouve tous les styles. Pop, disco, ambiance distinguée, tropicale exotique, atmosphère paradisiaque des mers du Sud et piano-bar. Vous n'avez que l'embarras du choix, bien entendu limité par taille de votre porte-monnaie.